Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Peut-on boucher les traumatismes avec les pans de sa blouse? La formulation fait référence au mot célèbre de Freud, qui lui-même fait suite à Boès. Et aujourd'hui, la question pourrait se poser ainsi. La psychanalyse est-elle consolation? De quoi s'agit-il d'être consolé? Qu'est-ce que le traumatisme? Un autre mot célèbre, celui de Martin Luther King, fait signe, lui, vers le Ich habe ein Traum de Heinrich Heine. Et si, pour les rêveurs que nous sommes, l'inouï du traumatisme n'était autre que l'inouï du sujet de la psychanalyse, à savoir que l'homme, né malentendu du malentendu, est lui-même malentendant. Lacan ne l'énonce-t-il pas lui-même? Je cite. « Tous autant que vous êtes, qu'êtes-vous d'autre que des malentendus ?» Le nommé Otto Rank en a approché en parlant du traumatisme de la naissance. De traumatisme, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas d'autre, l'homme né du malentendu. Fin de citation. En prenant connaissance de l'intitulé du congrès de Beyrouth, l'inouï du traumatisme, il m'est tout de suite apparu prometteur. Lu comme une question, ce titre, l'inouï du trauma, évoque le traumatisme comme porteur d'un message caché qui exigerait qu'on l'entende. Un traumatisme d'autant plus féroce que son message ne serait pas ou mal entendu. Une sorte de fantôme errant psychiquement, qui ne pourrait pas mourir faute d'avoir pu délivrer son message. À la réflexion, cependant, cette conception ramènerait le traumatisme au rang d'un symptôme, ce qui doit nous éveiller à la plus grande prudence. Rappelons-nous ce qu'en disait Lacan, lorsqu'on donne du sens à un symptôme, on le renforce. Si l'on prend le traumatisme comme un symptôme, se renforce-t-il à vouloir l'interpréter? Quelle différence alors entre trauma et symptôme? Faisons retour au texte d'origine. Freud, Abraham, Ferenczi. Après Lacan, bien entendu, car nous les relisons après que Lacan ait parlé. Cela nous apprend que s'il y a un inouï du traumatisme, il ne peut s'agir que de la jouissance. Ce que le traumatisé n'entend pas, c'est que de son trauma, il en jouit. Jouissance. J'-O-U-I tréma S, plus loin, sens. Mais cela ne fait pas pour autant avancer la question. Cela déplace simplement l'inouï du traumatisme à la jouissance, car c'est bien notre jouissance qui est à proprement parler inouïe. Quelque chose empêche la pulsion d'atteindre son objectif. C'est ce que Lacan a appelé l'objet petit a, qui toujours en décentre l'accès. Ainsi, lorsque nous croyons toucher au but, l'objet nous échappe et nous sommes obligés de répéter la procédure. Par la jouissance que l'on désire de l'autre, dans laquelle on voit, entre guillemets, l'objet petit a, les guillemets sont là pour dire que justement, on ne le voit pas. Nous nous trouvons toujours ensorcelés par quelque chose qui n'est pas là, quelque chose qui n'existe pas. C'est dans ce trou, cette place vide au cœur de l'autre, que se niche la pulsion de mort. L'objet petit a n'est rien, et ce rien est la cause de notre désir.
une cause qui en elle-même n'existe pas, mais sera reconnaissable après coup par les effets qu'elle aura générés. La jouissance est impossible et cependant, ces effets, traumatiques, sont ce qu'il y a de plus réel. La jouissance est marquée du sceau de la répétition. La pulsion de mort dont elle se soutient désigne cette terrifiante insistance au-delà de la mort elle-même. Ce pourquoi, depuis Freud, elle est reliée à la compulsion de répétition, comme par exemple rechercher le mauvais goût de la première cigarette ou reproduire indéfiniment l'effroi d'un mauvais traitement. Quelque chose qui se répète indéfiniment, par-delà le cycle biologique de la vie et de la mort, au-delà de la génération, de la corruption et de la disparition. Une chose obscène, non morte, increvable, qui insisterait éternellement. L'étymologie du mot traumatisme, trauma en grec ancien veut dire blessure, indique que le latin traumaticus signifie efficace contre les blessures. Cela ne nous rappelle-t-il pas le paradoxe du mythe de Parsifal, où seule l'épée qui a causé la blessure peut soigner la blessure? Ce qui a été noué par les mots peut seulement, par les mots, être dénoué. Contre quelle blessure le trauma serait-il efficace si ce n'est contre les blessures de l'inouï, c'est-à-dire de l'inconscient, ce savoir qui ne se sait pas lui-même? Alors, inouï du traumatisme ou traumatisme de l'inouï? Revenons à la dimension historique et au congrès de Budapest de 1918. Le traumatisme, apparemment vécu par les blessés de guerre, conduit Freud, dans un premier temps, à employer le syntagme névrose traumatique, constituant ainsi un premier malentendu qu'il lève assez tôt en abandonnant la notion même de névrose traumatique, jugée par lui trop brouillardeuse. Puis, dans le déploiement de sa pensée, Freud inverse radicalement sa position du trauma conçu comme un événement extérieur perturbant notre vie psychique, où le problème consiste à comprendre comment symboliser, entre guillemets, le traumatisme pour l'intégrer à notre univers de sens en évacuant son impact désorientant. Suite à une série d'observations décisives d'Abraham, de Ferenczi et de lui-même, il passe du primat de l'événement extérieur censé être la cause du trauma à l'état singulier subjectif du sujet qui y fait face, la cause basculant alors de l'événement extérieur vers le sujet. C'est à partir de l'analyse de l'homme au loup que Freud commence à soupçonner que la sexualité elle-même pourrait être vécue comme un événement traumatique pour le sujet. Son célèbre patient russe, alors qu'il était âgé de 18 mois, ayant vu ses parents pratiquer le coït à tergo, c'est-à-dire lorsque l'homme pénètre la femme par derrière, Freud remarque qu'au moment même où cette scène a lieu, elle ne comporte rien de traumatisant en elle-même. Loin de ruiner l'enfant, elle s'inscrit dans sa mémoire comme un événement auquel il n'arrive pas à donner du sens, n'ayant pas de matériel symbolique adéquat à sa disposition. Mais que des années plus tard, lorsque l'enfant commence à développer des théories sexuelles infantiles en se demandant d'où viennent les enfants, il tire cette scène de sa mémoire et l'utilise comme une scène traumatique, emblématique pour lui de l'insondable mystère de la sexualité. Ainsi, la scène a-t-elle été traumatisée a posteriori, c'est-à-dire élevée au statut d'un traumatisme réel, rétroactivement, afin d'aider l'enfant à faire face à l'impasse de son univers symbolique, autrement dit son incapacité à trouver des réponses satisfaisantes à l'énigme de la sexualité. Voilà ce qu'en résumé en dit Lacan en mai 1964. Aux deux extrêmes de l'expérience analytique, il y a d'un côté le refoulé primordial, insignifiant sur lequel s'édifie le symptôme, lui-même à considérer comme un échafaudage de signifiant. De l'autre côté,
l'interprétation métonymique qui pointe le désir du sujet, le désir étant l'interprétation elle-même. Dans l'intervalle, la sexualité qui, sous la forme des pulsions partielles, domine toute l'économie de cet intervalle. La réalité de l'inconscient, c'est, vérité insoutenable, la réalité sexuelle. Auparavant, le 29 avril, il aura dit « Allons au fait. La réalité de l'inconscient, c'est à la fois ce que tout le monde sait, ce qui est vrai, et ce qui est la vérité insoutenable, c'est la réalité sexuelle. » Freud l'a articulé, réarticulé, articulé, si je puis dire, mordicus, en chaque occasion. Fin de citation. Oui, mais alors, si nous sommes tous des traumatisés du sexuel, quid du PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder? C'est là que les choses se corsent, comme on dit en français. C'est aussi là qu'on se souvient de l'ironie géniale de Freud sur la philosophie, commutée par moi, en introduction, en boucher les traumatismes avec les pans de sa blouse. Car le plus souvent, l'enjeu entre, notez les guillemets, soignant et soigné, consiste essentiellement à se conforter d'être d'un côté ou de l'autre de la blouse. Et c'est là précisément que la psychanalyse, en tant qu'elle est à la fois une clinique du discours et un discours, se dissocie radicalement de tout autre genre de thérapie. Comme le rappelle Lacan, je cite, « La psychothérapie ramène au pire, c'est certain. Ce n'est pas la peine de thérapier le psychique. » Freud aussi pensait ça. Il pensait qu'il ne fallait pas se presser de guérir. Il ne s'agit pas de suggérer ni de convaincre. Ornicard, 1977. Oui, mais alors, me direz-vous, c'est bien beau tout ça, mais les victimes des massacres de masse, on leur dit quoi en attendant? Hein? Qu'on veut pas les thérapier? Merci, Lacan. Sympa. Revenons à ce congrès de Budapest de 1918. Remarquez que cela fait tout juste 100 ans aujourd'hui. La Première Guerre mondiale apparaît alors comme une boucherie sans précédent. Signe des temps, pour la première fois, on ne compte plus seulement les dégâts en perte de vie humaine, mais aussi en termes de dégâts psychiques. Et les chiffres sont effarants. On commence à en référer de plus en plus à la logique comptable, une tendance qui n'est pas prête de s'inverser. Ce qui laisse Freud perplexe, c'est la disparité des réactions observables chez les soldats qui ont vu et subi les mêmes choses. Il semble y avoir là une inégalité manifeste face aux intensités traumatiques rencontrées. Pourquoi y en a-t-il qui semblent plutôt bien résister alors que d'autres s'effondrent? N'y aurait-il pas chez certains un préalable qui n'attendait qu'une occasion pour se manifester? Abraham et Ferenczi font état d'observations qui bousculent les préjugés. Je cite. La maladie survient chez les soldats à la suite d'une commotion soudaine ou de traumatismes répétés plus ou moins importants. La perte de connaissance, non constante, est suivie par un stade de paralysie qui disparaît spontanément au bout d'un certain temps pour céder la place à l'état chronique dès la première tentative de marche, ou à l'occasion d'un essai thérapeutique. Fin de citation. Autre citation. Il est fréquent d'entendre dire que l'état du malade était en voie d'amélioration spontanée lorsqu'on entreprit de traiter leur soi-disant rhumatisme par des bains chauds ou qu'on les envoya en convalescence dans une cure thermale dans une ville d'eau, où ils faisaient une rechute. Fin de citation. Ainsi, non seulement les dits traumatisés ont des réactions disparates, mais encore leur fragilité psychologique semble s'accroître et les symptômes s'installer durablement dès lors que le trauma fait l'objet d'un traitement direct. Pourtant, nous connaissons aussi ce qui, à première vue, pourrait passer pour un contre-exemple. Renata Salekl, une psychanalyste slovène qui fut la première femme du philosophe Slavoj Žižek, raconte que pendant la guerre des Balkans,
les viols et les violences subis par les femmes ont pu être encaissés entre guillemets par elles sur le moment, au sens où l'on dit des boxeurs qu'ils encaissent les coups et surmontent leurs souffrances, jusqu'à ce qu'elles deviennent, à proprement parler, insupportables après coup, une fois la guerre finie, conduisant certaines d'entre elles au suicide du fait qu'il n'y avait personne pour entendre leurs plaintes. Comment comprendre cette contradiction ? Par entendre leurs plaintes, ne faut-il pas traduire entendre par enregistrer, au sens juridique de prendre acte, au sens d'un acte notarié ou d'un acte de justice, autrement dit, une inscription dans le registre du grand autre. Pour le traumatiser, il est donc toujours d'abord question de l'autre avec un grand A. Dans le premier cas, pour les traumatisés de guerre où le symptôme s'installe durablement par focalisation sur leur traumatisme, avec les CUMP ou cellules psychologiques qui désormais éclosent comme des champignons à chaque irruption du réel, le sujet est enjoint de rester traumatisé pour trouver sens et conserver son identité dans le regard du grand autre qui le sursignifie. Alors que dans le deuxième cas, pour les femmes violées, le grand autre semble au contraire faire défaut, n'étant pas là pour enregistrer dûment la position du sujet, qui est alors aspiré par le hors-sens du réel. Donc, dans le premier cas, trop de grand autre, et dans le second, plus assez. N'est-ce pas quelque chose de cet ordre que nous laissent entendre les survivants des camps de concentration, pour qui il n'y avait plus de grand autre, et donc personne sur qui l'on puisse compter pour accuser réception de notre témoignage et le vérifier. Ce pourquoi, même notre propre survie peut apparaître comme dénuée de sens. Quelle est alors la place du psychanalyste ? Certainement pas de se faire passer pour le grand autre de quelqu'un, car comme le rappelle Lacan dans l'envers de la psychanalyse, je cite, que toute canaillerie repose sur ceci de vouloir être l'autre, j'entends le grand autre de quelqu'un, là où se dessinent les figures où son désir sera capté. Fin de citation. Si vous l'observez avec attention, vous saurez par exemple qu'un enfant qui se met à pleurer suite à une chute traumatique commence dès lors à s'en guérir par ses propres moyens, ses pleurs attestant qu'il est en train de raccommoder, par le discours intériorisé le plus approprié, le trou dans la trame narrative qui constituait sa réalité juste avant la chute. C'est notamment la raison pour laquelle, le plus souvent, les pleurs se déclenchent à la vue d'un adulte. On aurait tort d'y voir là une simple comédie destinée à leurrer l'adulte, c'est plutôt la reconnaissance de l'autre venant symboliser l'issue de son trauma qui est alors recherchée. De la même manière, les histoires drôles les plus féroces, racontées par les traumatisés eux-mêmes, constituent une tentative de s'extraire des fatals attraits de la position victimaire induite par les situations les plus traumatiques. Il n'empêche que tout discours étant de l'ordre du semblant, on ne voit pas pourquoi le dernier arrivé, le discours de l'analyste, y échapperait. Mais attention, dans la psychanalyse, ce n'est pas de n'importe quel semblant qu'il s'agit, puisque c'est bien du petit a que l'analyste est convoqué à ne faire que le semblant. Un analyste est à sa place lorsque, dans la lignée de Freud, il se souvient que les hystériques souffraient, selon ses propres dires, des réminiscences d'un trauma, et que la question était alors posée à lui de la conjonction d'un facteur strictement externe avec un autre interne. Bref, de la bascule du plan de l'événement à celui du sujet dont je fais mention plus haut. Le trauma en tant qu'externe, autrement dit l'événement, se noue immanquablement à un fantasme qui alimente l'excitation sexuelle du sujet. Nous y voilà. Le sexe, encore le sexe. Nous serions donc tous traumatisés a priori par le sexe, mais attention. Que pour Freud le sexe soit traumatique, Lacan le formulera à sa manière en déclarant que ce qui est à proprement parler traumatique, c'est l'absence de rapport sexuel. Son « il n'y a pas de rapport sexuel » rendant compte expressément qu'au plan du langage, il n'y a pas de rapport entre signifiant et signifié,
pas plus qu'entre le mot et la chose, ni entre les mots eux-mêmes. Alors de quoi parle-t-on? Deux mots, précisément. Comme dit Beckett, ce qui se passe, ce sont des mots. Et le plus souvent, les mots qui alimentent et confortent les victimes dans leur position de victime sont ceux qui leur permettent d'échapper à ce qui, de prime abord, leur apparaît comme le plus insupportable, le plus redoutable, un sentiment de culpabilité. Comme dans le viol, par exemple. Si pour Freud, le viol a un impact si traumatique, ce n'est pas seulement en raison de la brutalité extrême de l'acte, mais parce que cela touche quelque chose qui est de l'ordre du désaveu chez la victime elle-même. Je cite Freud. Ce qu'ils, les névrosés, convoitent plus intensément dans leur fantasme, ils le fuient dès que la réalité le leur offre. Fin de citation. La note de Freud laisse entendre qu'au cœur même du fantasme gît quelque chose d'insupportable. Le hiatus hystérique, se plaindre d'avoir été abusé sexuellement et simultanément provoquer l'autre pour le séduire, est constitutif de la subjectivité elle-même. Arrivé à ce point de l'argumentation, il est courant d'entendre les objections outrées. Mais oui, bien sûr. Prétendre que les femmes fantasment d'être prises avec une certaine violence, cela revient à dire que les juifs fantasment d'être gazés dans des camps nazis ou que les afro-américains fantasment d'être lynchés par des blancs en costume de Ku Klux Klan. N'importe quoi. Mais n'est-ce pas précisément ce que veut dire Lacan quand il déclare « Le trauma n'est autre que le fantasme ». Revenons ici à une autre formulation plus déroutante encore de Lacan. On la trouve dans les écrits à la page 873. S'il y a fantasme, c'est au sens le plus rigoureux d'institution d'un réel qui couvre la vérité. Ne sommes-nous pas d'emblée tentés d'inverser les termes de cette proposition lacanienne, institution d'une vérité, le scénario fantasmatique, qui recouvre le réel de la division du sujet. Avec cette formule, Lacan donne au fantasme sa valeur fondatrice dans l'institution d'un réel, autrement dit, d'un impossible. La logique du fantasme campe cet impossible qui permet le déploiement des possibles pour le sujet, son aliénation. Le cogito s'en trouvant bouleversé, devient, avec Lacan, ou je ne pense pas, ou je ne suis pas. Le réel institué par le fantasme, c'est aussi le réel du fantasme lui-même, qui le recouvre et nous rend aptes à la jouissance. Reprenons ici la formulation ingénieuse de Daniel Dennett. Le fantasme, par définition, n'est pas objectif au sens naïf d'existant indépendamment des perceptions du sujet. Cependant, il n'est pas non plus subjectif au sens où on pourrait le réduire aux intuitions consciemment vécues du sujet. Le fantasme appartient plutôt à la catégorie bizarre de l'objectivement subjectif. Comment les choses vous paraissent réellement, objectivement, même si elles ne vous paraissent pas comme cela. Le scandale ontologique de la notion de fantasme réside dans le fait qu'il subvertit l'opposition traditionnelle entre le subjectif et l'objectif. L'expérimentation subjective la plus intime de qui je suis, j'en suis forcément privé. Mon fantasme fondamental, le cadre à travers lequel les choses m'apparaissent, constituant et garantissant le noyau de mon être, je ne peux jamais en faire l'expérience directement, il est primordialement refoulé. C'est presque devenu un lieu commun aujourd'hui de dire ou de se dire, pour présenter l'expérience vécue de sa propre subjectivité, peu importe le mécanisme objectif inconnu qui gouverne mes perceptions, mes pensées, mes actes, ce que personne ne peut m'enlever, c'est mon ressenti profond, ce que je vois et ce que je sens maintenant. C'est pourtant ce que fait Lacan, détruisant cette dernière illusion. Pour lui,
le sujet du signifiant n'émerge qu'à partir du moment où l'expérience subjective phénoménale de soi-même, le fantasme fondamental, devient inaccessible au sujet. Il ne peut plus s'y fier, il n'y croit plus, et c'est cette inaccessibilité qui vide le sujet et en fait un sujet barré. Le sujet du signifiant, le sujet de la psychanalyse. Avec ce sujet barré, le sujet de l'inconscient à proprement parler, nous avons affaire à une notion qui subvertit totalement l'idée que l'on se fait le plus souvent du sujet grammatical comme du sujet de la philosophie, le sujet de la connaissance. J'en réfère à l'herméneutique du sujet de Michel Foucault, qui lui est doté d'états intérieurs, d'une psychologie, un sujet plein qui s'expérimente phénoménologiquement lui-même, etc. Bref, un sujet qui n'est pas du tout assimilable au sujet du signifiant, qui lui est non phénoménal, vide, toujours représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas, et qui n'a nul accès au phénomène en tant que tel. Voilà ce que traduit la formule du fantasme chez Lacan, S barré, poinçon, petit a, et qui peut se lire, le sujet barré de la psychanalyse est incommensurable avec l'objet petit a, car ils occupent chacun le recto et le verso de la même bande de Möbius. Rien n'est plus inconscient que la manière dont le sujet se rapporte lui-même à ses attitudes conscientes. L'une des évocations du traumatisme pourrait être qu'il rend a posteriori impossible les conditions narratives qui lui préexistaient, l'irruption brutale du réel ayant déchiré le déroulé de l'histoire personnelle. Le récit linéaire tout entier semble avoir été englouti dans le néant du non-sens. Le contenu refoulé devient d'autant plus traumatique que le sujet refuse de savoir qu'il est lui-même le moment d'une forme vide qui ne saurait jamais être comblée par aucun contenu. Freud a reproché à Rank d'avoir insisté sur le traumatisme de la naissance, piste de recherche qu'il avait lui-même initiée. L'intuition et le retrait de Freud sont également justifiés. La naissance pose problème. De quoi s'agit-il réellement dans le fait de naître, que l'on peut écrire N', être. Dans un premier temps, la naissance, que l'on peut écrire N', essence, ne peut qu'être rapportée à ce moment de surgissement de la chair palpitante, passage et négation d'un monde rond, aquatique, autosuffisant, à un espace aérien ouvert, infini. Mais comme le dit Hegel, si le bébé est homme en soi, il ne l'est pas encore pour soi. Pour soi, il l'est seulement comme raison cultivée et développée qui se sera faite elle-même de ce qu'elle était déjà en soi. C'est ainsi que nous devons naître, que l'on peut écrire aussi N', être, une deuxième fois, par une négation de la négation. Cette fois-ci en tant que sujet. Mais attention, il ne s'agit pas du sujet grammatical qui se dit au jeu, mais bien du sujet du signifiant, le sujet barré, vidé de toute détermination, le sujet de l'inconscient qui n'apparaît que rétroactivement comme ratage de sa manifestation signifiante. Et bien qu'il ne soit accessible qu'à partir de l'ordre symbolique, ce sujet est réel, ce qui veut dire impossible, raison pour laquelle il est toujours représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Cette approche permet de rendre compte de l'articulation fondamentale du fantasme au réel. Contre certaines idées reçues à tendance pornographique de notre société de consommation digitalisée, il nous faut affirmer ici que le fantasme, au sens psychanalytique du terme, ne doit jamais chuter dans la réalité. Car le fantasme prend essentiellement la forme d'un récit ayant fonction d'obstruer la béance du réel. Le fantasme qui devient réalité a un nom, cauchemar.
Si d'aucuns attirent l'attention sur le lieu commun que les femmes fantasment parfois d'être malmenées, voire un peu forcées, la réaction politiquement correcte est qu'il ne vaut mieux pas en parler sous peine de s'exposer aux bêtises selon lesquelles quand une femme est violée, elle l'a mérité et elle n'est juste pas assez honnête pour l'admettre. Contre cette abjection, il faut réaffirmer que le fait qu'une femme ait le fantasme d'être violée ou malmenée ne légitime jamais son viol dans la réalité. Le fait que le viol touche au fantasme de sa victime ne rend pas l'acte plus acceptable. Au contraire, il rend l'acte encore plus violent. Pourquoi ? Précisément à cause de l'écart nécessaire qui sépare les identifications imaginaires et symboliques du sujet du noyau fantasmatique de son être. Il n'est jamais possible pour moi d'assumer pleinement, d'intégrer dans mon univers symbolique le noyau fantasmatique de mon être. Ce qui se passe quand je m'approche trop de ce noyau, c'est ce que Lacan a appelé aphanésis du sujet. Le sujet perd toute consistance symbolique. L'actualisation forcée, extorquée de ce noyau fantasmatique, son imposition de l'extérieur, entraîne peut-être la violence la plus humiliante, celle qui mène à la désintégration de l'identité symbolique. Lorsqu'une femme fantasme d'être violée, elle est en position de sujet. Lorsqu'elle est effectivement violée, elle aurait été ravalée au rang d'objet. Voilà donc le traumatisme réel, le traumatisme du sexe repéré par Freud et reformulé par Lacan en « il n'y a pas de rapport sexuel ». Il n'y a jamais deux sujets simultanément en présence, mais toujours un objet d'un côté et un sujet de l'autre côté de la bande de Möbius. Notez que cette idée, reprise par Lacan, fait écho au passage le plus saisissant de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave, où une conscience de soi ne devient vraiment conscience de soi, le passage de la certitude à la vérité, que dans l'impossible confrontation avec une autre conscience de soi. Comment sortir de cette impasse ? C'est le cheminement que propose l'analyse. Je vous ai parlé plus haut du statut de la victime qui permettait de se soustraire à la morsure de la culpabilité. Soit je suis une victime, ce qui veut dire que j'ai eu affaire à l'autre méchant, soit c'est que je suis coupable. Pour le psychanalyste, que le sujet soit toujours divisé, cela signifie qu'il ne peut pas être coupable. Il ne faut pas confondre culpabilité et sentiment de culpabilité, puisque sa coupure est toujours faite d'être responsable. Autrement dit, susceptible de répondre de sa position de sujet. Être responsable, ça ne veut pas dire prendre sur soi la culpabilité. Pour que le sujet responsable puisse advenir à lui-même, il aura dû vaincre l'hypothèse que les mauvais coups du sort ne sont pas le résultat de la malchance ou de la malveillance de l'autre, petit autre ou grand autre. L'inconscient est un savoir sans sujet. Ce qui arrive au sujet résulte massivement d'un automatisme de répétition, insensé, acéphale, venant du point précis où le sujet refuse de savoir, ne veut rien en savoir. Livré qu'il est à sa passion de l'ignorance, ça sait rien et ça jouit, dit Lacan. Nul n'échappe à cette passion de l'ignorance. Raison pour laquelle, dans l'enseignement de Lacan, l'ignorance est l'une des trois passions du par-l'être, avec l'amour et la haine. La responsabilité est ce qui a un effet libératoire sur le sujet. Quelle est ta part dans le désordre dont tu te plains ? Demande Freud. Et Kafka d'écrire, dans ton combat entre toi et le monde, soutiens le monde. Pour illustrer l'impasse entre victimisation et culpabilité, que seul permet de dépasser la notion de responsabilité, nous pouvons faire un petit détour par la correspondance de Lacan avec Sœur Marie de la Trinité. Cette bonne sœur souffre de terribles obsessions. Elle consulte de nombreux médecins et se fait même interner à sa demande pour suivre une cure de sommeil. Mais pour ce qui nous intéresse ici, en 1950, elle s'adresse à Lacan et reste en cure avec lui pendant 4 ans.
Si vous cherchez sur Internet, vous pouvez trouver une lettre de Lacan adressée à Sœur Marie de la Trinité datée du 19 septembre 1950. Il lui écrit pour la persuader de continuer ses séances parce qu'en fait, elle redoute que la psychanalyse lui fasse perdre la foi. Et Lacan lui explique que non seulement elle ne perdra pas la foi, mais que celle-ci sera d'autant mieux affirmée qu'elle ne sera pas soutenue par une névrose. Je cite « Mon but n'est pas de vous apprendre à vous affranchir de ce lien, mais en découvrant ce qui l'a rendu pour vous manifestement si pathogène, de vous permettre d'y satisfaire désormais en toute liberté. » Fin de citation. Notez qu'il existe une correspondance beaucoup plus dense entre Lacan et Sœur Marie, correspondance qui est détenue par Jacques-Alain Miller, qui pour des raisons non précisées, ne sera livrée au public qu'en 2020. Toutefois, après ces 4 années, Marie écrit un petit fascicule qui a été édité, dans lequel elle témoigne de sa cure avec Lacan, de l'angoisse à la paix, relation écrite pour Jacques Lacan. Un passage important qui retient notre attention est que Marie est le souffre-douleur des autres sœurs du couvent. Principalement à l'heure des repas, les autres sœurs chantent en chœur « Qu'elle est bête, elle est trop bête, on n'en a jamais vu une si bête ». Pendant sa cure, Marie va comprendre que c'est sa jouissance de victime qui nourrit la persécution des autres sœurs. Et elle parviendra si bien à renverser ce comportement que celle qui était sa plus grande persécutrice se posera désormais comme son ultime protectrice. Marie écrit « Je n'ai pu avoir de lucidité sur ce point qu'à partir du jour où j'ai pu dissocier face à moi-même et relativement à cet ensemble de situations et de réactions l'aspect responsabilité de l'aspect culpabilité. Jusque-là, l'angoisse d'une culpabilité inéluctable me rendait aveugle. En d'autres termes, Marie acceptait d'être victime parce qu'elle se sentait coupable. À la fin de son témoignage, elle écrit « J'arrive aussi très aisément depuis la psychanalyse à saisir le faisceau des composantes qui sous-tendent mes sentiments, réactions, désirs, et y pouvoir faire calmement mon choix. » Ainsi donc, comme dit Lacan, il n'y a pas d'autre trauma que le fantasme lui-même. Le trauma comme moment inaugural où le sujet est mordu par le signifiant. Cela s'appelle la castration. La castration symbolique, cela ne veut pas dire que la castration est symbolique, mais que le symbolique est castration. Et la castration n'est pas quelque chose qui menace d'arriver, de pas encore arriver, toujours à venir, mais bien une chose qui est toujours déjà arrivée. Autrement dit, le sujet n'est pas seulement sous la menace de la castration, il est toujours déjà l'effet de la castration en tant qu'il est à jamais séparé de la substance jouissante. De la même manière que la rencontre traumatique génère de l'angoisse, nous devons garder à l'esprit que pour Lacan, ce que le sujet éprouve dans l'angoisse, c'est la perte de la perte. Or Lacan fait ici un pas supplémentaire par rapport à Freud. Pour lui, l'angoisse n'est pas une angoisse de séparation d'avec l'objet, mais l'angoisse d'un sujet soumis à la surproximité de l'objet cause du désir, et donc du réel. Cette surproximité étant causée par le manque du manque, c'est-à-dire le manque du symbolique lui-même. Voilà pourquoi le traumatisme appartient au réel, réel étant un autre nom pour dire impossible. L'impossible de la substance jouissante, dans toute l'ambiguïté de ce terme, l'impossible se donnant cependant à percevoir, car toujours déjà trop proche. Le terme même de trauma a la même racine que Traum, qui signifie rêve en allemand. Et l'on se souvient alors que Lacan, là aussi, fait un pas de plus par rapport à Freud, en faisant passer le désir de dormir, que protège le rêve, en désir de réveil. Je vous cite le passage de la 3e. Je vais tout vous avouer, pourquoi pas.
Ce truc-là, ce glissement de la foi, l'espérance et la charité vers la foire, je dis ça parce qu'il y a eu quelqu'un hier soir à la conférence de presse ou avant-hier soir a trouvé que j'y allais un peu fort sur ce sujet de la foi et de la foire. C'est un de mes rêves à moi. J'ai quand même bien le droit de rêver, tout comme Freud, de vous faire part de mes rêves. Contrairement à ceux de Freud, ils ne sont pas inspirés par le désir de dormir, c'est plutôt le désir de réveil, moi, qui m'agite. Mais enfin, c'est particulier. Fin de citation. Depuis quelque temps, j'insiste sur l'hégélianisme constitutif de l'enseignement de Lacan. La contradiction étant l'un des noms utilisés par Hegel pour désigner le réel, cela signifie que le réel est simultanément la chose à laquelle il est impossible d'accéder directement et l'obstacle qui empêche cet accès direct. Comme le résume admirablement Slavoj Žižek, paradoxalement, le réel n'est pas l'abîme de la nuit dans laquelle se désintègre la réalité, mais l'obstacle contingent qui surgit encore et encore pour empêcher le bon déroulement de l'immersion extatique dans la nuit. Cet obstacle matérialise l'impossibilité inhérente qui sape de l'intérieur l'immersion fantasmatique dans la nuit. Fin de citation. N'est-ce pas de cette manière que fonctionne le trauma ? D'un côté, le trauma est le X que le sujet est incapable d'approcher directement, qu'il ne peut percevoir que de façon déformée à travers une sorte de film protecteur ou encore qu'il peut seulement évoquer de façon détournée sans jamais l'aborder de front. Et de l'autre, pour un sujet qui a vécu un choc traumatique, le trauma fonctionne également comme l'exact inverse de la chose en soi. Inaccessible, qui lui échappe comme quelque chose ici, en moi, qui déforme et trouble mon point de vue sur la réalité en lui donnant un tour particulier. Une femme qui a été brutalement violée et humiliée non seulement est incapable de se rappeler directement la scène du viol, mais son souvenir refoulé déforme aussi sa vision de la réalité, la rendant hypersensible à certains de ses aspects, indifférente aux autres. L'inouï du traumatisme, c'est bien de naître, que l'on écrira comme on voudra, malentendu, car Lacan le dit lui-même en 1961 à la Revue des Temps modernes, je cite, « Ce n'est pas la pensée, mais le sujet que je subordonne au signifiant, et que c'est l'inconscient dont je démontre le statut quand je m'emploie à y faire concevoir le sujet comme rejet de la chaîne signifiante, qui du même coup se constitue comme refoulé primordial. » Fin de citation. Voilà pourquoi ce que nous recherchons désespérément dans le monde, dans lequel il n'y a rien d'autre qu'un objet petit a, n'est rien d'autre que l'ombre de notre sujet lui-même projeté dans le monde des objets. Nachträglichkeit, l'après-coup, est le mot utilisé par Freud pour nommer l'écart entre la cause et l'effet. Une cause n'est pas en contact direct et continu avec l'effet. Une cause, il n'y a de cause que ce qui cloche, génère des effets à distance, après un écart temporel, et nous pouvons même, avec Lacan, aller plus loin et dire que, d'une certaine manière, la cause n'est rien d'autre que l'effet rétroactif de ces effets. Voilà ce qui s'appelle à proprement parler la performativité rétroactive du signifiant, après que Freud ait constaté, dès l'analyse de l'homme au loup, que refoulement et retour du refoulé étaient le recto et le verso d'une même pièce. Pour continuer sur un autre plan, plus philosophique, une considération de Slavoj Žižek, fin lecteur de Lacan, sur le traumatisme de notre liberté. Voilà ce qu'il en écrit dans son livre Absolute Recoil. Je cite. Pour Kant, la liberté est réelle dans le sens le plus radical, lacanien même. La liberté est un fait de raison inexplicable, irrationnel, insaisissable, un réel qui dérange toute notion de réalité spatio-temporelle régie par les lois naturelles. C'est pour cette raison que notre expérience de la liberté est proprement traumatique. En d'autres termes, dans l'éthique kantienne, la véritable tension n'est pas entre l'idée du sujet selon laquelle il agit uniquement par devoir alors qu'il y aurait des motivations pathologiques cachées qui agissent par derrière, comme le prétend la psychanalyse vulgaire,
La vraie tension est exactement l'inverse. L'acte libre dans son abîme est insupportable, traumatique, de sorte que lorsque nous accomplissons un acte de liberté, pour le soutenir, nous l'éprouvons comme étant conditionné par une motivation pathologique. C'est aussi pourquoi, selon Kierkegaard, le véritable traumatisme n'est pas notre mortalité, mais notre immortalité. Il est facile d'accepter que nous ne sommes qu'un grain de poussière dans l'univers infini. Ce qui est beaucoup plus difficile à accepter, c'est que nous sommes vraiment des êtres libres, immortels, qui, en tant que tels, ne peuvent échapper à la terrible responsabilité de leur liberté. Fin de citation. Et maintenant, pour les rêveurs que nous sommes, malentendants, traumatisés du malentendu, le récit de Primo Levi d'un cauchemar pendant une nuit dans le camp. Je cite. « Voici ma sœur, quelques amis que je ne distingue pas très bien et beaucoup d'autres personnes. Ils sont tous là à écouter le récit que je leur fais. Le sifflement sur 3 notes, le lit dur, mon voisin que j'aimerais bien pousser, mais que j'ai peur de réveiller parce qu'il est plus fort que moi. J'évoque en détail notre faim, le contrôle des poux, le capot qui m'a frappé sur le nez et m'a ensuite envoyé me laver parce que je saignais. C'est une jouissance intense, physique, inexprimable que d'être chez moi, entouré de personnes amies, et d'avoir tant de choses à raconter. Mais c'est peine perdue. Je m'aperçois que mes auditeurs ne me suivent pas. Ils sont même complètement indifférents. Ils parlent confusément d'autre chose entre eux, comme si je n'étais pas là. Ma sœur me regarde, se lève et s'en va sans un mot. Alors une désolation totale m'envahit. Comme certains désespoirs enfouis dans les souvenirs de la petite enfance. Une douleur à l'état pur que ne tempère ni le sentiment de la réalité, ni l'intrusion de circonstances extérieures. La douleur des enfants qui pleurent. Il vaut mieux pour moi remonter de nouveau à la surface. Mais cette fois-ci, j'ouvre délibérément les yeux pour avoir en face de moi la garantie que je suis bien réveillé. Fin de citation. Le dur désir de réveil, pourrait-on dire, tel que le rêvait Lacan lui-même. Le réel, tel qu'il est circonscrit par Lacan, c'est l'impossible logique. L'impossible arrive. Le réel se fait jour à travers la notion de trauma, qui veut à la fois dire blessure et ce qui la soigne, et aussi le rêve, en allemand Traum. Pour le psychanalyste, le trauma répond d'une définition simple, une cause qui ne préexiste pas à ses effets. Le réel, en tant que cause de lui-même, est pour toujours absent. Le trauma n'est donc pas à entendre au sens laxiste, psychologique contemporain, d'avoir été traumatisé. Le trauma n'est pas réductible à une expérience traumatisante, trop forte pour le sujet, saisi par une émotion si intense qu'il ne sera pas parvenu à l'intégrer dans son univers symbolique, c'est-à-dire son psychisme ou l'idée qu'il se fait de lui-même. Le trauma est à entendre au sens strict psychanalytique comme le moment où une personne sera devenue sujet, au sens le plus réel du terme. Le trauma génère une jouissance insupportable qui n'a de cesse de se répéter. La répétition a lieu comme commémoration de l'émergence du sujet. Mais le sujet étant lui-même le rejet de la chaîne signifiante, la jouissance est impossible, ce qui veut dire réel, raison pour laquelle, si le sujet est le sujet du désir, il n'en est pas moins sujet à la jouissance. C'est là que se rencontre l'horreur indescriptible de nos pires terreurs, le lieu de notre inadéquation fondamentale à l'autre, la source originelle de nos problèmes. Nous pénétrons alors dans le domaine de l'effroi, où l'embryon pré-sujet s'inaugure en sujet castré. Mais quel est le lieu du trauma ? Le lieu du trauma serait à situer dans le réel pré-symbolique des pulsions pures, un réel d'avant que le sujet soit signifié, ou capable de se signifier. Il s'agit par conséquent d'un au-delà ou un en-deçà du langage, un site impossible à symboliser, impossible à imaginer, impossible à décrire, impossible à entendre. En vérité, le trauma émerge toujours rétroactivement, comme refoulement,
le retour du refoulé et le refoulement coïncidant dans une absolue simultanéité. Le réel pré-symbolique serait ce monde avant que le sujet ne puisse naître comme toujours déjà immergé dans le langage. Le réel, après l'émergence du symbolique, apparaît donc comme un excès, le résultat de l'imposition de l'ordre symbolique, le reste que l'ordre symbolique ne peut pas capturer dans ses filets. Le réel donne prise au symbolique qui, à son tour, donne prise au réel qui échappe à sa saisie. L'abord du réel étant toujours structuré par l'apparition de l'ordre symbolique. Le paradoxe du trauma, en tant que cause qui ne préexiste pas à ses effets, mais qui est rétroactivement déduit de ses effets eux-mêmes, implique une boucle temporelle. C'est à travers ces répétitions, à travers ces échos à l'intérieur même de la structure signifiante, que la cause devient rétroactivement ce qu'elle aura toujours été. C'est à partir du moment où le sujet émerge en tant que sujet du langage, sujet du signifiant, dont le corps entier est mortifié et morcelé par l'emprise du signifiant, que les symptômes apparaissent comme relatifs au trauma. Et pour revenir sur la différence entre symptômes et trauma, évoqué au début de cet exposé, je vous cite ce passage de la 3e. Je cite Lacan. Le symptôme est irruption de cette anomalie en quoi consiste la jouissance phallique, pour autant que s'y étale, que s'y épanouit ce manque fondamental que je qualifie du non-rapport sexuel. C'est en tant que, dans l'interprétation, c'est uniquement sur le signifiant que porte l'intervention analytique que quelque chose peut reculer du champ du symptôme. C'est ici, dans le symbolique en tant que c'est la langue qui le supporte, que le savoir inscrit de la langue, qui constitue à proprement parler l'inconscient, s'élabore, qu'il gagne sur le symptôme, ceci n'empêchant pas que le cercle marqué là du S ne corresponde à quelque chose qui de ce savoir ne sera jamais réduit, c'est à savoir l'Urverdrängt de Freud, ce qui de l'inconscient ne sera jamais interprété. Fin de citation. Notre fantasme, c'est donc là où l'on peut remonter le plus loin pour approcher la notion de trauma. Le fantasme, voilant la béance du réel en tant que cause de lui-même, reste absent. Ininterprétable définitivement. Le trauma, à proprement parler, ce qui met la logique en faillite, c'est que le lieu du réel pré-symbolique n'a jamais et n'aura jamais eu lieu. Il n'y a pas de réalité prédiscursive. Et voilà donc l'objet A, l'objet toujours déjà perdu de la psychanalyse, l'objet cause du désir qui n'est pas à situer devant mais derrière le sujet. En psychanalyse, le sujet, noté S barré, apparaît comme rejet de la chaîne signifiante, ce en quoi le sujet est réel, bien que son accès ne puisse se faire que par le symbolique. Pour Lacan, s'il y a bien un sujet de l'inconscient, il n'y a pas d'inconscient du sujet. La définition étant ce qui vient à la fin, finissons en la répétant, le trauma n'est rien d'autre que la cause qui ne préexiste pas à ses effets.